السلام عليكم الزلفلاون. Bonsoir. وصحة عيدكم. L'Aïd al-Fitr, fête de la rupture du jeûne, est censé être un moment de célébration, de partage et de solidarité. Mais en Algérie, cette année encore, la fête se heurte à une réalité bien plus dure que celle que le pouvoir veut afficher. Celle de l'Algérie nouvelle, que le pouvoir cherche à promouvoir à travers ses réalisations et ses discours de progrès. Une autre réalité émerge, celle de milliers de familles qui, cette année encore, se battent pour joindre les deux bouts. Le discours officiel porté par le président Tebboune, qui prône unité et solidarité, peine à masquer la fracture sociale qui s'élargit. Ces mots d'unité et de cohésion résonnent comme un écho vide face aux difficultés quotidiennes de la population. Les inégalités sont de plus en plus criantes et la pauvreté frappe encore de plein fouet de nombreux foyers. L'écart entre la parole politique et le vécu des Algériens semble se creuser chaque jour, un peu plus. Mais au-delà des difficultés socio-économiques, une autre absence pèse lourdement sur l'Aïd, celle des détenus d'opinion. Ces Algériens emprisonnés pour avoir exprimé leur idée, dénoncé des injustices ou simplement demandé plus de liberté. Pour leur famille, l'Aïd est un rappel douloureux de l'injustice qui leur est faite. La répression de la société civile, la fermeture de l'espace public et la criminalisation de la dissidence ont attiré l'attention des organisations internationales. Lors de la récente session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'ONG Riposte Internationale a pointé du doigt un recul des libertés et un durcissement de l'autoritarisme en Algérie. Les signaux sont clairs, les libertés fondamentales sont menacées, la répression des voix dissidentes est omniprésente et l'espace démocratique se réduit à vue d'œil. Dans ce contexte, la question se pose, quel sens peut avoir l'Aïd, une fête de liberté et de solidarité, lorsqu'elle est célébrée dans un climat de peur et de répression? Comment parler d'unité nationale lorsque la justice sociale est une illusion pour des millions d'Algériens et que des milliers d'autres sont privés de leur liberté d'expression, de leur droit à manifester et même de leurs proches emprisonnés pour avoir osé parler? Que reste-t-il de l'Aïd quand l'injustice devient la norme et que la liberté se fragilise chaque jour davantage? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. L'Aïd en Algérie, quand les promesses du pouvoir se heurtent-elles à une réalité? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir dans cette émission M. Ali Djoudi, président de Riposte Internationale, une ONG qui défend les libertés et les droits de l'homme dans le monde entier. Il sera avec nous par téléphone. Ali Djoudi, je pense qu'il est avec nous. Bonsoir Oui. Dali, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Zulfilak Dali au Saha Aïdik. Bonsoir tout le monde et bonne fête de l'Aïd à tous les compatriotes et notamment à nos détenus, mais plus aux familles des détenus qui souffrent le martyre. Donc toute ma sympathie et mon affection. Merci beaucoup, Ali Djoudi, d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr, on aura aussi Rafiq Bouhlel, analyste économiste, mais aussi militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Rafiq Bouhlel, bonsoir. Marhaba bik et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Saha Aïdik. Bonsoir, c'est Nasser. Saha Aïdik à vous aussi. À tous les Algériens et les Algériennes, je profite de cette occasion pour leur souhaiter Saha Aïdkom. Toutes mes pensées vont aux familles des détenus d'opinion qui traversent cette période difficile. Encore une fois, Saha Aïdhom. Et je profite de cette occasion pour souhaiter tout le malheur à Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengriha et à la mafia des généraux qui, à cause d'eux et à cause de leur dictature,
des milliers et des milliers d'Algériens sont privés de leur famille, que ce soit à l'intérieur, comme des milliers d'Algériens ne peuvent pas rentrer en Algérie pour retrouver leur famille, passer l'Aïd avec leur famille, et ceci à cause de la dictature qui est imposée, surtout depuis l'arrivée de Tebboune et de Chengriha. Donc, encore une fois, merci de m'avoir invité. Et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibi. Merci beaucoup, Rafiq Bouhlel. Marhaba bikoum. On va commencer, bien sûr. Je sais qu'Ali Djoudi n'a pas beaucoup de temps et je vous remercie pour votre temps et pour votre intervention. On va d'abord juste on va faire passer quelques titres de la presse nationale très rapidement avec nos amis de la régie, si c'est possible. On va commencer avec Maghreb émergent. Eid el-Fitr en Algérie, la fête qui coûte plus d'un mois de salaire. Donc, dans une famille algérienne où seul le père travaille, un salaire de fonctionnaire à 50 000 dinars doit couvrir le quotidien de 5 personnes et une fête qui dépasse à elle seule 70% du revenu mensuel. Donc, attitré donc Maghreb émergent, la question donc de la cherté de la vie est toujours d'actualité quand il s'agit des fêtes, mais aussi de la vie quotidienne des Algériens. Un autre titre, le matin d'Algérie, Abdelmajid Tebboune, Gracie, plus de 5600 détenus. Le premier décret concerne les personnes condamnées pour des infractions de droit commun. Il prévoit une grâce totale au profit de 5600 personnes, détenues ou non, condamnées de manière définitive dont la peine ou le reliquat de peine est inférieur ou égal donc à 24 mois. On va revenir bien sûr avec Ali Djoudi et Rafiq Bouhlel sur cette grâce présidentielle. On termine avec Radio des Sans-Voix, notre titre, et que revient bien sûr Radio des Sans-Voix, riposte internationale, alerte l'ONU sur la situation des droits humains en Algérie. Donc, Ali Djoudi va nous dire un peu plus par rapport donc à cette question, puisque son président, donc Ali Djoudi, est avec nous ce soir. On va terminer avec un autre titre de Radio des Sans-Voix aussi. Voilà, crise des droits humains en Algérie, associations et collectifs dénoncent une dérive autoritaire. Un autre titre donc du site Radio des Sans-Voix. Voilà, donc d'abord on va commencer avec ces images, prière Jama al-Jazair, où il y avait bien sûr la présence du chef de l'État Abdelmajid Tebboune, mais aussi d'autres responsables. On regarde ces images. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa rasulakum, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Voilà donc ces images de la prière de l'Aïd en présence de Abdelmajid Tebboune et d'autres responsables. Allez Djoudi, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à part dire donc Aïd Moubarak, mais aussi bonne fête à tous les musulmans, à tous les Algériens. Qu'est-ce qu'on peut dire, Allez Djoudi, de la situation que traverse notre pays en cette occasion de l'Aïd al-Fitr? Malheureusement, maintenant, on s'est habitué depuis 7 ans. C'est l'une des situations les plus catastrophiques depuis 1962. On n'a jamais connu tant de misère, de répression, d'injustice. Voilà, donc l'Algérie est devenue malheureusement une prison à ciel ouvert et où toutes les libertés individuelles et collectives sont pratiquement interdites. Il n'y a plus d'espace de liberté. Et puis, pour un oui, pour un non, on se retrouve emprisonné et
subir toutes les violences du pouvoir, les détentions arbitraires, la torture, les violations de tous les droits. Eh bien, donc, ça dure et c'est vrai qu'avec le temps, ça pèse lourd et sur le peuple, et sur les militants, et sur tous les citoyens qui aspirent à un demain heureux, à une Algérie libre. Malheureusement, tout ça, c'est des rêves qui ont été évaporés avec l'arrivée de Tebboune Abdelmajid. Ali Djoudi, on va revenir un peu sur votre invitation à prendre la parole donc, au Conseil, la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a été organisée donc, les 18 et 19 mars donc, ce mois au Palais des Nations à Genève. Vous étiez invité à prendre la parole et vous avez présenté un rapport détaillé mais aussi accablant de la situation des droits de l'homme en Algérie. Une dégradation préoccupante de la situation des droits de l'homme en Algérie, vous avez donc soulevé. Pourquoi, M. Ali Djoudi? D'abord, il faut dire que depuis un moment, la grande majorité des militants qui faisaient le travail à partir de l'intérieur sont muselés, sous contrôle judiciaire, privés de passeport, de sortie, frappés des STN. Et donc, il est de notre devoir en tant que militants, en tant que citoyens, en tant que défenseurs des droits humains, justement d'alerter l'opinion internationale et démentir tous les mensonges du pouvoir qui parlent d'une Algérie forte, d'une Algérie heureuse, d'une Algérie qui est classée pratiquement dans les premiers rangs dans tous les domaines, économiques, social, et bien malheureusement, il fallait dénoncer d'abord ce mensonge et mettre à nu ce pouvoir. Donc c'est pour ça que qu'on a abordé, d'abord qu'on a remis notre rapport, parce que annuellement on publie un rapport sur la situation des droits humains en Algérie. Et donc on a remis un rapport et puis on a pris justement j'ai pris la parole devant une assistance qui est venue justement pour écouter écouter et entendre ce que vivent les Algériens. Donc on a abordé les libertés d'expression et des tenues d'opinion, donc de nombreux cas de détention de personnes pour leurs opinions politiques ou critiques envers le gouvernement. Dès que vous avez une opinion qui ne parle pas dans la stratégie, dans le moule du pouvoir, vous êtes incriminé, vous êtes accusé, vous êtes harcelé. Et dès que la moindre critique d'un journaliste, même sur une page Facebook, eh bien, des gens ont été emprisonnés et Hakim de Bazay a été même perdu la vie à cause d'un post qu'il a partagé. Nous avons aussi parlé de la restriction des libertés individuelles et collectives, donc la limitation des droits de réunion, d'association, de manifestation. D'abord, une grande majorité d'associations ont été dissoutes. Et d'ailleurs, à l'occasion, je tiens à condamner fermement la fermeture du siège de l'organisation SOS Disparus présidée par Mme Nassera Ditour. Après l'avoir refoulée de chez elle, eh bien, on a cédé son siège et mettre dehors le personnel, des salariés et tous les gens qui faisaient un travail pour d'abord la défense des droits humains et pour aussi les disparitions forcées. C'est pour camoufler, enterrer le dossier de la disparition des 23 000 Algériens dont le responsable est bien le pouvoir qui n'a jamais voulu donner des éclaircissements ni aider ces familles dans la recherche de la vérité. Donc, c'est pratiquement la fermeture de tous les espaces. Il n'y a plus de place pour une association, ni pour un syndicat, ni pour un parti politique. Il faut qu'on se rappelle que le PST, le MDS ont été dissous
après la dissolution de la Ligue ADDH, de RAJ, de l'association Caritas. Donc, et surtout, le refus de renouvellement à des centaines d'associations, l'agrément, et pratiquement même des activités culturelles qu'elles ne rentrent pas dans la stratégie du pouvoir et sont interdites. Je prends l'exemple d'abord de la rencontre annuelle sur le livre, celui des Atouassifs, a été annulé parce qu'ils ont demandé des informations impossibles. Il fallait être dans la police politique pour avoir des renseignements sur tous les écrivains, leur orientation politique, le contenu de leurs ouvrages, même les ouvrages qui ont été publiés depuis des années. Donc, ils ont annulé. Eh bien, celui d'Alger, on tolère des livres sur Hitler, on tolère des livres de Éric Zemmour, mais on ne tolère pas des livres d'Algériens, de patriotes algériens. Donc, vous voyez, c'est la fermeture totale du champ politique, culturel, médiatique. Il n'y a plus de personne n'a droit d'organiser un sit-in, ni une grève, ni une manifestation. Il y a aussi des détentions arbitraires. Il y a l'arrestation et détention sans fondement juridique clair. Il y a des gens qui ont été emprisonnés pendant 3 années, avec des dossiers vides. Par la suite, ils ont été libérés sans aucune réhabilitation, sans aucun dédommagement, sans aucune considération. Eh bien, c'est une violence. Des centaines, pour ne pas dire des milliers d'Algériens ont été licenciés de leur travail à cause de leur position politique parce qu'ils ont participé en 2021, ou 2022, 2019 à des manifestations hebdomadaires organisées par le Hirak. Donc vous voyez un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Dali, ceux qui vous diront aussi que de l'autre côté, on a vu par exemple à la veille de l'Aïd, le chef de l'État, Majid Tebboune, a gracié plus de 5600 détenus. Avant de vous donner la parole, de vous rendre la parole, et j'aimerais avoir ce que vous en pensez. D'abord, on va vous faire montrer donc ce petit clip qui parle de la grâce présidentielle. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé 2 décrets présidentiels. Le premier concerne les infractions de droit commun. Il accorde une grâce totale à 5600 détenus et non détenus condamnés définitivement, dont la peine ou le reste de la peine est inférieur ou égal à 24 mois. Le décret de grâce exclut les personnes condamnées pour les crimes de sabotage et de terrorisme, les complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, les crimes de corruption, les homicides, les infractions liées à la constitution d'associations de malfaiteurs ou de groupes criminels organisés, les vols avec circonstances aggravantes et les vols qualifiés, atteinte au système de traitement automatisé des données visant la défense nationale ou les institutions publiques, les crimes liés aux drogues et au trafic illicite, les infractions de contrebande, la spéculation illicite, la fraude dans la vente de marchandises et la falsification des produits alimentaires et médicamenteux, les crimes de discrimination et de discours de haine, ainsi que les crimes des bandes de quartier et certaines infractions graves prévues par la loi relative à l'organisation pénitentiaire. Le second décret présidentiel concerne les infractions liées à l'ordre public, notamment les cybercrimes, les réseaux sociaux et tous ceux qui s'y rapportent. Voilà, concernant la grâce présidentielle, allez Judy, ceux qui vous diront qu'il y a des mesures d'apaisement, cette grâce présidentielle est une, 5600 détenus ont été graciés par Abdelmajid Tebboune. Quelle est votre réponse? Félicite, on est heureux, on est même très heureux aux détenus qui ont été graciés. Ben, tant mieux pour eux et pour leur famille. Mais quand on se rend compte que des détenus pour des faits de banditisme, à des vendeurs de drogue, à des pickpockets, à des gens à des agresseurs ont été libérés, et des détenus d'opinion sont croupissent toujours en prison. C'est la honte. C'est pour la 3e ou la 4e année
où Tebboune signe une grâce présidentielle, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est quelque chose qui est destiné pour consommation. Les détenus d'opinion, nos femmes et nos hommes dignes qui s'opposent à cette dictature, à ce pouvoir totalitaire, n'ont jamais eu justement de grâce aux yeux de ce pouvoir et que l'on puisse toujours dans les légions de ce régime. Donc moi, je condamne cette mentalité, cette grâce choisie. Voilà. Il y a une grâce aussi, il y a une grâce le Moubarak. C'est-à-dire, on pardonne à une catégorie, mais pas à l'autre catégorie. Donc, vous savez, ni les Algériens, ni nous-mêmes, on attend grand-chose de ce président depuis le sinistre 12 décembre 2019, le désespoir, les injustices, la violence ont augmenté d'une manière vertigineuse. Juste, si vous permettez, parce qu'il y avait encore trois petits points à rajouter. On a parlé de la presse et de la situation journalistique en Algérie. On a abordé aussi l'article 87 bis, utilisation de cet article pour réprimer les opposants politiques et notamment ceux de la diaspora. Et la chose la plus grave qui s'est passée dernièrement, c'est la loi sur la déchéance de la nationalité, une mesure visant à priver certaines personnes de leur nationalité algérienne pour des motifs politiques. Et c'est destiné aussi pour la diaspora qui échappe au contrôle de Tebboune. Aussi, le dernier point qu'on a abordé, c'est les libertés de culte, les violences contre les minorités confessionnelles. On a vu ce que vivent nos frères Mzab dans la vallée de Mzab à Gardaya. On a vu plus de Tarouas sont détenus, arrestations des Ahmadites qui subissent depuis 2010. Pourtant, c'est une petite communauté qui ne menace pas du tout l'Algérie. Et aussi, les violences quotidiennes depuis 2006. Qu'on fait subir toutes les misères, les violences contre les chrétiens, toutes les églises qui ont été fermées et tous les animateurs de ces églises, de cette communauté, sont sous contrôle judiciaire, sont condamnés à des peines de prison. Donc vous voyez, il n'y a aucune couche de la société qui est épargnée ou qui a échappé à la violence de ce pouvoir. C'est ces points qu'on a abordés et c'est ce rapport qui a été remis aux rapporteurs spéciaux et à l'assistance devant laquelle on a prononcé notre discours. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Ali Djoudi, merci d'avoir donc participé à cette émission, merci pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes président de Riposte International, une ONG qui défend donc les libertés et les droits de l'homme dans le monde entier. Merci à vous, vous étiez avec nous depuis Paris. Rafiq Bouhlel, je vais vous donner la parole, mais je pense qu'on a été rejoint par Djemal Ghessoum, qui est analyste politique, spécialiste des relations internationales aussi, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Djemal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bek si Djemal. Bonsoir c'est Nasser, merci pour l'invitation. Naoud Sahaïdkom et le bonjour à Rafiq Bouhlel, avec qui je ne suis complètement pas d'accord depuis le début, mais on va voir aujourd'hui. Merci. Merci Khouya Djemal, Atek Saha, Sahaïdik. Rafiq Bouhlel, on a entendu bien sûr le témoignage d'Ali Djoudi, je m'excuse. Il nous a demandé donc de faire une intervention et qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Rafiq Bouhlel, quand on parle de l'occasion de l'Aïd? On a entendu bien aussi le constat d'Ali Djoudi sur la question des libertés, la question des droits de l'homme, et la question aussi qui revient à l'esprit quand on parle de l'Aïd, la question des détenus d'opinion. Rafiq Bouhlel. Avant tout, je souhaite Sahaïd à Si Djemal Ghessoum, à toute sa famille, même si on n'est pas d'accord sur le fond et sur la forme, mais républicain que je suis et démocrate que je suis, par cette fête religieuse qui doit réunir
autour de ce plateau avec Sénassar. Encore une fois, tous mes voeux de bonheur et de prospérité et de santé à Sigsom et à toute sa famille. Pour revenir sur ce que vit l'Algérie depuis l'arrivée de Tebboune et de Chengriha, que ce soit sur la fête de l'Aïd ou sur la fête de l'Aïd el-Kbir ou sur toutes les fêtes religieuses et non religieuses et dans la vie de tous les jours. On a la violation des libertés publiques et individuelles, on a le muselage de tous les opposants politiques à l'intérieur et pour l'extérieur, le chantage au sol avec le non-renouvellement des passeports et des cartes consulaires, l'obligation de signer des engagements à ne pas à se retirer des réseaux sociaux et de la critique pour pouvoir rentrer au pays. Plus grave encore, dans une énième dérive dictatoriale, la déchéance de nationalité qui vise surtout les gens de la diaspora. Aujourd'hui, depuis 6 ans, avec l'élection de Abdelmajid Tebboune, un président illégitime, un président incompétent, un président incapable de répondre aux aspirations des Algériens et des Algériennes et de la jeunesse algérienne. Ils ont pour une seule réponse, la répression, toujours la répression et encore la répression. Pourquoi? Parce que c'est un régime fragile qui a peur d'un post Facebook, c'est un régime fragile qui a peur d'un commentaire Facebook, c'est un régime qui est arrivé à expulser des Algériens de l'Algérie, comme l'a si bien dit le président de Réponse Internationale, à savoir Madame Nassira Ditour. Rappelons que aussi le journaliste Farid Alilet qui a été expulsé d'Algérie, et cela en violation totale de la constitution algérienne, chose qui n'est absolument pas normale et absolument pas concevable. Continuons dans la répression. Rappelons que les autorités algériennes ont fait du chantage aux diffuseurs des satellites pour museler et censurer la chaîne Al-Magharibiya. Ceci montre encore une fois la dureté et la violence de ce régime, sans parler des dizaines de journalistes en prison, des écrivains en prison, et on a toute la société civile qui a été décapitée pour ne plus avoir que ceux qui disent amen à ce régime et ceux qui disent tout va bien madame la marquise, alors que le salaire médian d'un Algérien aujourd'hui est de 44 000 dinars, que depuis 2019 à 2026, 90% du PIB est hydrocarbures et qu'il n'y a pas de développement économique. Et c'est pour cette raison que le régime algérien n'a pas autre solution que d'emprisonner des hommes et des femmes pour leur opinion politique. On voit des crises incessantes qui ne s'arrêtent pas au niveau intérieur comme au niveau extérieur. La diplomatie algérienne a montré toute son incompétence. La presse algérienne pro-régime a montré toutes ses limites en matière de gestion de l'information, l'invention des ennemis fictifs. Le Maroc est un ennemi, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la France, l'Espagne, etc., etc. Donc malheureusement, ce régime a détruit une partie du pays, pour ne pas dire tout le pays, et il va laisser des séquelles très difficiles à remonter après le départ de Tebboune et de Chengriha, et surtout qu'aujourd'hui, la rue algérienne est de plus en plus en colère et on craint l'explosion de la rue algérienne à n'importe quel moment. Rafiq Bouhlal, très rapidement, parce que dans le message de Abdelmajid Tebboune, on peut par exemple soulever qu'il parle d'unité, de cohésion et de stabilité de notre pays. Encore plus sur la situation économique, il parle de la souveraineté économique. Les efforts actuels vont porter leurs fruits, donc a dit Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une politique de gagner du temps. Quand on parle de cohésion interne, je rappelle juste qu'il y a 6 patrons des services secrets algériens qui sont en prison du temps de Tebboune, qu'il y a plusieurs généraux qui sont en prison. On a vu et du jamais vu, à savoir des généraux qui sont partis, qui ont quitté l'Algérie en mode haraga,
clandestinement. On a vu des sénateurs. Alors de quelle cohésion interne on parle? Il n'y a aucune cohésion interne. Et en matière politique, depuis 2019 à 2026, il s'est passé 7 ans. En cette année, normalement, quand on met un programme économique sur la table, on voit les résultats au bout de 4 ans et 5 ans. Maximum, là, on ne voit absolument rien. Les chiffres n'ont absolument pas bougé. Nous sommes toujours à 267 milliards selon les déclarations du régime algérien et avec un objectif de 400 milliards. Au départ, c'était en 2025. Là, maintenant, c'est en 2026. Là, maintenant, c'est en 2027. Donc, on voit que quand on n'est pas capable de fournir des résultats économiques, qu'on a des pénuries dans tous les domaines, arriver au point où on n'arrive même plus à trouver un pneu pour son véhicule et ne pas trouver de l'huile de table et du sel de table pour cuisiner, là, on passe vraiment dans une catastrophe. Et pour cela, on dit à chaque fois, c'est la main étrangère, c'est la spéculation, ce n'est jamais de leur faute, c'est toujours de la faute d'une main étrangère, de pseudo-traîtres à la nation de l'intérieur ou de l'extérieur, alors que c'est à cause de l'incompétence économique de gouvernements successifs depuis l'arrivée de Tebboune de 2019 à maintenant, après 5 changements ou 7 changements de gouvernement, on a toujours la même chose. Très bien, reste avec nous, Rafiq Bouhlal. Jamal Kssoum, qu'est-ce que vous en pensez de ce constat? Bien sûr, les organisations internationales ont parlé de la répression de la société civile, ont soulevé donc la fermeture de l'espace public, la criminalisation de la dissidence aussi, mais aussi sur la question donc des libertés. Pour beaucoup d'organisations, le constat est terrible, mais aussi sur la question de la gestion économique de notre pays. Les problèmes socio-économiques, on parle d'une fête, mais une fête au goût amer, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Kssoum? Alors, tout d'abord, laissez-moi juste rectifier, apporter un fait en réponse à un mensonge qui se trame depuis quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, sur la question de la liberté des chrétiens. Je souhaite apporter une précision qui n'est jamais apportée sur votre plateau de télévision, et je tiens à le faire particulièrement aujourd'hui. La question de la liberté des chrétiens ne se pose pas. Il ne s'agit pas des chrétiens avec une association reconnue par l'État algérien. Il ne s'agit pas de l'Église catholique romaine, on dira, qui est représentée par le Vatican. Il y a eu un ambassadeur du Vatican qui a été nommé il n'y a pas très longtemps. Je m'insurge contre ce mensonge, car il ne s'agit en aucune manière des chrétiens en Algérie qui pratiquent leur culte de la manière la plus libre qui soit, à partir du moment où elle est encadrée par la loi. Il s'agit d'églises évangélistes qui sont dans des régions bien déterminées, pas la peine de rentrer dans les détails, et qui sont en finalité des instruments politiques. De la même manière qu'en France, lorsqu'il est question de regroupement de musulmans dans des endroits qui ne sont pas reconnus, non déclarés, eh bien, ils appellent ça l'islam politique, et ils ferment ces lieux de culte. En France, ils le font parce que c'est l'islam politique. En Algérie, ils le font de la manière aussi la plus claire, parce que là, ça s'appelle du christianisme politique, et que l'association Civitas, pour celles et ceux qui connaissent, a été priée de quitter le territoire algérien il y a 2 ans et demi ou 3 ans, et à juste titre, parce que ce sont les descendants directs de la Vigerie et de ce qu'on a connu en 1800 et 1900. Donc, ne disons pas que l'Algérie limite la liberté des chrétiens, vous ne nous tromperez pas avec ça. Il s'agit d'églises évangélistes qui œuvrent dans des actions purement politiques et qui sont le rayonnement de la France en Algérie. Ceci étant dit, sur la question des libertés fondamentales, je reconnais que l'Algérie n'est pas le berceau de la démocratie, ce n'est pas la Suisse. Je pointe aussi la restriction du champ politique, du champ médiatique. Sur le champ politique, on n'a pas de réel opposant, c'est-à-dire que vous parlez, vous allez en prison. C'est tout à fait inacceptable. Jusqu'à aller à ce que des partis qui se présentent comme étant opposants votent toutes les lois proposées par le gouvernement algérien. Donc, nous n'avons pas d'opposition parce que l'espace politique est restreint. 2,
l'espace médiatique qui est important, qui est un lieu de fabrique de la pensée et de la démocratie, sont fermés. Là aussi, on retrouve exactement le même schéma que dans le système politique. Toutes les chaînes, toutes les radios, tous les journaux n'ont qu'à bien se tenir, sinon ils n'ont pas la publicité, etc. Et moi, je regrette, et je dis au président de la République que vous ne savez peut-être pas, je vais mettre ça à défaut, que l'espace médiatique est complètement fermé en Algérie, ce qui est un risque pour l'Algérie, car quand on ferme l'espace politique, on ferme l'espace médiatique, il s'ouvre ailleurs, et de manière non encadrée, et de manière complètement anarchique. Et c'est là que le jeu des puissances étrangères peuvent se jouer. Donc, le président de la République a tort de dire, d'abord sur les faits, que n'importe quel journaliste a droit de dire ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas vrai. Moi, je l'invite à l'ouverture de ce champ-là. En ce qui concerne, et de manière beaucoup plus générale, vous avez abordé sinon des institutions internationales qui pointent l'Algérie sur les libertés. Pour ça, on n'a pas de leçons à recevoir. Des institutions internationales qui s'élèvent contre le manque de démocratie en Algérie lorsqu'ils se taisent lorsqu'il s'agit des Palestiniens, qui se taisent lorsqu'il s'agit des Iraniens. Et donc, à cela, je leur dis, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Mais la question que vous avez soulevée sur le recul du champ politique, de la liberté aussi des médias, vous n'êtes pas très loin de l'analyse de Rafiq Bouhlal, Djemal Gessoum, et vous avez parlé aussi des dangers qui guettent notre pays. Quand on voit ce discours des responsables algériens parler de stabilité, d'unité, de cohésion, on se pose la question, donc quelle Algérie sont en train de vivre, de quelle Algérie nous parle-t-on? La réalité est tout autre. C'est ce contraste que dénoncent peut-être Rafiq Bouhlal, d'autres militants politiques aussi. Djemal Gessoum. Je ne suis pas quelqu'un de binaire. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec Rafiq Bouhlal ou avec d'autres que par obsolescence intellectuelle, je vais dire l'exact contraire. Donc je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je suis dans une dynamique où je dis ce que je constate, je dis ce que je vois tous les 2 mois et demi. Je suis en Algérie, j'y serai d'ailleurs. Djemal Gessoum, vous avez parlé des dangers, vous avez parlé des dangers, vous avez soulevé, vous avez parlé des dangers qui guettent notre pays et vous avez lié ces dangers à la gestion de notre pays actuel. Et beaucoup ont soulevé donc ces dangers, que ce soit Rafiq Bouhlal, que ce soit d'autres intervenants sur la chaîne Marlbia, qu'ils soient opposants ou pas, dénoncent la situation et voient bien sûr en cette situation comme étant un danger pour l'Algérie. Ça peut évidemment représenter un danger pour l'Algérie. Mais là où je suis, je dirais, assez tranquille, c'est que les personnes qui sont contre l'Algérie et d'ailleurs qui ne trouvent rien de bon en Algérie et de ce qui se fait. Moi, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas binaire. Je suis opposé à ces personnes, je suis opposé à Rafiq Bouhlal, je suis opposé à Nazim Taleb, je suis opposé à beaucoup de gens qui ne trouvent rien de bon en Algérie. Et je veux dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas rationnel que de trouver que tout ce qui est fait en Algérie est mauvais. Il y a de très très bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Pour en revenir à votre question, parce que je dois quitter à 19h55, je vous le rappelle, j'ai envie de dire que il est important de soulever les problèmes qui existent réellement avec des éléments factuels, c'est ce que je fais, et en même temps de dire ce qui est bien. Il faut, vous savez, la posture d'opposant, vous dites vous-même, vous présentez souvent des gens qui se disent opposants. Or, être opposant politique, c'est avoir un côté rationnel, un côté aussi où il n'y a ni insulte. Moi, j'en veux à Rafiq Bouhlal, comme il ne peut pas l'imaginer, d'avoir qualifié l'État algérien d'État terroriste. Ça, c'est inqualifiable pour moi. Je ne lui pardonnerai pas ça parce que nous avons un État composé d'incompétents. Nous avons des gens qui sont dans la corruption active. Nous avons tous les défauts. Mais l'Algérie n'est pas un État terroriste, elle l'a combattu. Et donc, je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il faut voir les deux choses et se positionner en tant qu'opposant. Quand vous insultez l'Algérie du matin au soir, quand vous insultez l'Algérie du matin au soir, comment voulez-vous être opposant?
Comment c'est Je ne possible? pense pas que Rafik Bouhlel a insulté l'Algérie, mais on J'ai va pas lui dit donner ça. la parole. Je sais, En je vais général. respecter le temps. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais on va lui donner la parole pour répondre Jamal Gussoum. Rafik Bouhlel. J'aimerais juste éclaircir 2 points avant que vous partiez, vu que vous êtes pris par le temps. Je ne suis pas mécontent de tout ce qui se passe. Je ne suis pas un opposant à l'Algérie. Je suis un opposant et un analyste économiste qui me base sur des chiffres à l'encontre du régime et des dirigeants algériens. J'aime mon pays plus que tout. Mon père a donné sa vie pour le pays et moi, je paye le prix fort pour mon pays et pour l'intérêt suprême de mon pays. Quand je parle et je traite de terrorisme, non pas l'Algérie, mais les dirigeants algériens, un terrorisme économique à travers la corruption généralisée et à travers l'absence d'un état de droit, un terrorisme intellectuel à travers le muselage de toutes les personnes qui disent le contraire du discours officiel, un terrorisme journalistique, un terrorisme d'état civil. Quand on voit des Algériens interdits de leur propre sol, quand on voit des femmes et des hommes emprisonnés pour un simple post Facebook, là, on parle de terrorisme d'État généré par la junte militaire. J'assume totalement mes dires, car j'aime mon pays et je voudrais être sur un plateau de télé algérien avec vous, Monsieur Gussoum, sur la chaîne Al-Nahar, Al-Shourouk, Al-Watan, Algérie 24, pour qu'on puisse débattre ensemble sur notre propre sol et en sortir du plateau, prendre un café ensemble et continuer nos échanges d'idées sans que la police militaire m'envoie 2 agents des services secrets de Belgique venir toquer à la porte de mes parents, de ma mère âgée de 80 ans pour la menacer et de lui dire il faut que votre fils se taise. J'ai 48 ans, je ne suis pas mineur. Donc, on parle de terrorisme, on ne parle pas de l'Algérie, on parle de ses gouvernants. L'Algérie est un beau pays, l'Algérie est un pays qui aspire à être le Dubaï de l'Afrique du Nord. Malheureusement, il est freiné. Moi, encore une fois, j'accuse la junte militaire au pouvoir de violer toutes les lois, à savoir la propre constitution algérienne. Et ceci, vous avouez aussi qu'il n'y a pas de liberté. Donc, c'est contraire à la loi. Quand il n'y a pas de démocratie, c'est contraire à la propre loi algérienne. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai porté des armes, j'étais dans une organisation qui frappe les intérêts de l'Algérie? Non. Et je suis un parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines. L'économiste algérien Ben Slama, qui est en prison pour avoir donné une analyse technique sur le rendement de Rajvilet. Est-ce que ça passe en prison? Père de 3 ou 4 enfants, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même vous, monsieur Sibissot, alors que vous êtes pour le pro-régime algérien, vous êtes pour une Askaria et vous l'êtes Madania. Je ne vous ai jamais vu sur Algérie 24. Pourquoi ils ne vous invitent pas? Parce que vous parlez parfois de manière raisonnable et logique et vous ne voulez pas contredire pour contredire. Et ceci est pour vous. Et je vous l'admets. Voilà ce qui se passe. Encore une fois, les opposants ou les analystes qui sont contre le pouvoir et non pas le pays. Je suis parmi ceux qui ont laissé l'Europe pour rentrer en Algérie, pour participer à l'évolution économique et pour avoir refusé la corruption. Ça fait 6 ans que je n'ai pas vu ma mère. Ça fait 6 ans que je n'ai pas vu ma famille. Ça fait 6 ans que je suis interdit de reposer mes pieds en Algérie. Et je suis censé me taire en plus. Ce n'est pas un pays de droit. Et aucune personne censée n'accepterait ce type de chantage. Donc, encore une fois, moi, je vous apprécie beaucoup. J'ai aucun problème, entre parenthèses, parce qu'on est des Algériens. Et notre intérêt suprême, c'est l'Algérie, et non pas les dissidents. Et Tebbo et les Chengrera sont illégitimes, sont des incompétents, ils sont des corrompus depuis 6 mois. Très bien, restez avec nous. Rafik Bouhlel, notre intérêt suprême, c'est l'Algérie. Jamal Gussoum, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous laisse la parole. Oui, alors, vous avez raison sur la question de la liberté, notamment sur les médias. Je ne suis jamais invité sur les chaînes de télévision parce que
ils savent là-bas que je ne peux pas me taire et que je dirai des choses qui conviendront forcément à leurs idées et que, bien évidemment, je ne suis pas quelqu'un de malléable, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, je dirai toujours ce que j'ai à dire, mais dans des formes qui soient, je dirais, acceptables, parce que quand on se veut opposant, moi je ne me déclare pas opposant, eh bien on réunit les conditions pour pouvoir continuer à échanger avec celles et ceux que l'on combat. Et c'est cela le sens politique d'être un opposant. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Je ne serai pas toujours opposé à ce que vous dites. Moi, je suis rationnel, je ne suis pas un idéologue. Et donc, quand vous direz des choses vraies, je les reprendrai à mon compte sans aucun problème et je n'ai pas cette difficulté. Mais il y a là où j'ai un grand problème, on n'a pas de problème personnel. On est algérien, ça, il n'y a aucune difficulté. On a un problème, vous et moi, de peut-être de la manière de présenter les choses et de comment on peut faire avancer les processus démocratiques de l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur qu'on peut les faire avancer. On ne pourra jamais, jamais faire avancer les processus démocratiques si on ne le fait pas de l'intérieur. De manière éloignée, on peut dire des choses, on peut tout dire. Mais quel est l'objectif? Quelle est la finalité? C'est que les choses évoluent. Et ça, c'est l'affaire. On ne peut le faire que quand on est sur le terrain de football. C'est là qu'on peut faire jouer les choses. Mais pour être sur le terrain de football, il faut que vous, c'est l'affaire, vous puissiez aller en Algérie, mais il faut que vous réunissiez les conditions, c'est-à-dire que quand on est opposant politique, on a une posture, on a une stature qui permet de continuer les échanges malgré ce que l'on pense. On doit mettre des formes de ce que l'on dit. Voilà ce que je veux dire en l'occurrence. Vous avez raison sur certaines choses. C'est votre vision des choses, Jamel Ghessoum, quand vous parlez du changement de l'intérieur. À l'affaire Bouhla, très rapidement. Le changement de l'intérieur, c'est bien, mais il faut déjà être à l'intérieur et avoir la garantie de ne pas se faire emprisonner. Avant 2019, j'ai plusieurs interventions de l'intérieur de l'Algérie sur les plateaux de chaînes algériennes où je qualifie le régime de Bouteflika de terrorisme économique. Je sortais du plateau de la chaîne Al-Nahar, je n'ai jamais été embêté. Aujourd'hui, avec Tebboune, pour un like, pour une publication Facebook, vous prenez de la prison ferme. Encore une fois, je suis d'accord avec vous quand on dit l'intérêt suprême, c'est l'Algérie. Moi, quand je dis opposant politique, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis analyste politique, je suis un expert en économie, comme vous êtes un expert dans la formation, dans la société civile, et vous avez souvent pointé les dysfonctionnements graves sur les formations et dans la société civile, parce que vous savez plus de 30 ans que vous œuvrez dans ce domaine. Donc, je ne suis pas un opposant politique parce que je n'appartiens à aucun parti politique. Je donne des analyses politiques basées sur des faits. Peut-être les mots sont blessants ou ils sont forts. Rappelons qu'en France, un président de la République s'est fait gifler, se fait malmener matin, midi et soir sur toutes les chaînes. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et nous, on n'a pas le droit de dire que Tebboune est un corrompu, que Tebboune est un corrompu, est un incompétent. Mohamed Ali est un corrompu. Si Ghalibi, le nouveau Premier ministre actuel, est un incompétent. Vous avez des ministres qui sont en prison, des ministres avec des dossiers de corruption. On a 6 patrons des services secrets en prison. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour se rendre compte de la gravité de la situation, de l'image qu'on donne à l'international. Et surtout, ces milliers d'Algériens qui sont interdits de rentrer dans leur pays. Ils sont fragilisés et ils peuvent être à la merci d'entités étrangères qui vont les utiliser pour toucher les intérêts suprêmes de l'Algérie. Merci Rafik Bouhlal. Merci, je m'excuse. On est pressé par le temps, on a dépassé même le temps de l'émission. Merci à vous. Merci à Jamel Ghessoum qui nous a quittés. Je rappelle donc Jamel Ghessoum, analyste politique, était avec nous depuis Paris. Ali Adjoudi qui était donc avec nous dans la première partie de cette émission. Président de Riposte International, était avec nous depuis Paris aussi. Merci à vous, Rafik Bouhlal, analyste économique, aussi militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une autre fois Saha Aïdkoum, Inch'Allah Ta'idou Bissaha ou Lahna. Et je vais vous retrouver dans d'autres émissions, Inch'Allah.